Une souveraineté européenne? Mais qui va payer la facture? J'ai parlé précédemment de l'absolution du mot souveraineté dans le débat public au travers d'un adjectif épithète. Mais en fait, celui qui a le plus participé à cette absolution, c'est celui d'Européen. On n'en finit plus d'entendre parler de souveraineté européenne et c'est vraiment comme cela que le mot souveraineté est revenu dans le débat et est redevenu un totem, parce qu'une amulette de protection pour ces dirigeants si prompts que ceux-ci à défendre une souveraineté qui est pour l'instant très vide. Alors, cette idée de souveraineté européenne prend rarement une forme conséquente dans leur esprit en réalité. C'est-à-dire que les européistes conséquents sont en réalité des souverainistes européens, des nationalistes. Mais ceux-là sont fort peu nombreux. Ils veulent construire une nation européenne. C'est-à-dire ni plus ni moins que ce dont on a parlé précédemment, mais en plus grand. Ils veulent donc se débarrasser des souverainetés nationales, mais c'est pour en avoir une autre. C'est pas pour se débarrasser de la souveraineté tout court. Mais ceux-là sont peu nombreux, je l'ai dit. Non, la plupart du temps, cela est présenté sous forme de co-souveraineté, de double souveraineté. Alors ça dépend, soit elle est identique, la souveraineté européenne est identique à la souveraineté de la France, c'est-à-dire que si l'une meurt, l'autre meurt également. Soit elles sont consubstantielles, c'est-à-dire qu'elles sont dans des relations de codépendance, et en fait si on entretient l'autre, on entretient l'une. Soit elles sont parallèles, c'est-à-dire qu'il y aurait deux souverainetés simultanément, ce qui, je vous le rappelle, n'est en principe pas possible. Toujours est-il que derrière ce flou se cache en réalité la véritable nature de ce qu'est l'Union européenne. Donc il y a une vérité cachée, en fait, c'est-à-dire simplement que ce discours ne tient pas à l'épreuve des faits. L'Union européenne ne constitue pas une souveraineté, d'abord parce qu'elle n'élimine pas les rapports de puissance qui existent entre les nations qui la composent. En réalité, l'Union européenne n'est qu'un cadre, un règlement, une police de ces rapports de puissance. Et croyez bien que les États membres n'hésitent pas, en tout cas les autres, n'hésitent pas à les utiliser dans leur propre intérêt. Il faudrait demander à la Grèce, en 2012, après la crise des dettes souveraines, si elle a vu la souveraineté européenne ou si elle a vu les rapports de puissance qui s'exerçaient sur elle. Je pense qu'ils ont une réponse assez explicite à donner. De même, que veut vraiment et que vaut vraiment la souveraineté européenne? C'est-à-dire que s'il s'agit d'un panier commun, on se demande bien ce que les autres ont à apporter, ou ce qu'ils veulent bien apporter, par rapport à ce que nous sommes censés apporter. Car si nous devons abolir nos souverainetés, nous devons confier nos éléments de puissance à l'Union européenne. Ça veut dire notamment notre arme nucléaire, notre siège au Conseil de sécurité. Et puis, deuxième point, la souveraineté européenne impliquerait qu'il y ait un peuple européen, on l'a dit plusieurs fois. Il faut donc qu'il y ait un sujet pour cette souveraineté, c'est-à-dire un peuple qui veuille se doter d'une loi commune, qui veuille assurer sa liberté en commun. Mais de cela, il n'est jamais question. Toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il n'y a aucune unanimité d'appartenance des peuples d'Europe à l'Union européenne, et encore moins une idée plutôt floue et évanescente d'Europe. En fait, quand on regarde les sondages d'opinion, l'écrasante majorité des interrogés se réfèrent plutôt à leur nation, ou au pire à leur région, mais jamais à l'Union européenne ou à l'Europe. Que faudrait-il encore céder à cette Union européenne qui n'a aucunement l'intention d'assumer le fardeau de la souveraineté, mais qui fait tout pour s'en arroger les droits sans en supporter les devoirs?